L'or, par exemple, change de camp et l'équilibre vacille. Au Burkina Faso, des contrats miniers sont réécrits, des audits révèlent des écarts, et l'État annonce 18 milliards de dollars de recettes tout en affirmant une production stable, à rebours des scénarios pessimistes. Que signifie ce paradoxe pour les citoyens, les investisseurs et la stabilité régionale, alors qu'Ibrahim Traoré tient les commandes et promet une souveraineté mesurable? Un test de crédibilité commence et personne ne peut l'ignorer. Cette séquence promet d'expliquer comment un virage apparemment technique dans l'or peut produire des effets politiques, économiques et sociaux durables. L'enjeu central reste simple: comprendre ce qui change concrètement au-delà des annonces et des chiffres spectaculaires. Pour le public, l'intérêt est double: saisir les mécanismes réels de la réforme, puis évaluer ses implications possibles sur la stabilité, l'investissement et la souveraineté économique. Le débat ne se limite pas à une réussite comptable ou à un revers idéologique. Il touche à la capacité d'un État à reprendre la main sur une ressource stratégique sans provoquer de rupture brutale. L'attention doit donc porter sur les conditions: règles appliquées, crédibilité des audits, lisibilité des contrats et continuité opérationnelle. La question directrice reste ouverte: ce mouvement crée-t-il une base durable ou seulement un pic conjoncturel qui s'épuise vite? En quelques mois, un chiffre a surpris: 18 milliards de dollars de recettes issues de l'or sont annoncés sur une seule année. Dans le même temps, la production déclarée ne s'effondre pas, présentée d'abord comme stable, puis revendiquée en hausse l'année suivante. Ce double signal sert de point d'entrée pour comprendre le basculement engagé sous Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Pendant des décennies, le secteur aurifère suivait une trajectoire presque mécanique: concessions accordées à des entreprises étrangères, exportations massives, retombées locales limitées, et un État souvent réduit à un rôle secondaire, dépendant de flux extérieurs et de mécanismes fiscaux peu transparents. La souveraineté existait davantage dans le discours que dans les comptes. La rupture, toutefois, ne prend pas la forme d'une confrontation spectaculaire. Elle se construit par une série de décisions administratives et comptables, discrètes mais cumulatives. La nationalisation partielle de certaines mines ne ferme pas la porte aux acteurs extérieurs. Elle redéfinit les termes de la relation. Les audits systématiques déplacent le centre de gravité du secteur: vérifier plutôt que négocier. Ces audits mettent en avant des volumes sous-déclarés et des coûts artificiellement gonflés, ouvrant la voie à la récupération d'arriérés fiscaux présentés comme la correction d'années de pertes. Dans cette logique, l'or cesse d'être un simple produit d'exportation pour devenir un instrument de contrôle et de renégociation. Le cadre sahélien rend le choix plus risqué, mais aussi plus stratégique. Le premier personnage, Repère, n'est pas une figure individuelle, mais l'administration elle-même, longtemps perçue comme faible face aux multinationales. Après la nationalisation partielle, des équipes locales sont mandatées pour examiner concessions, volumes déclarés et régimes fiscaux. Leur rôle n'est pas de produire davantage, mais de vérifier, comparer et corriger. Le changement initial se lit moins dans les tonnages que dans la posture. L'État s'affirme comme arbitre actif, capable de demander des comptes et d'en tirer des conséquences mesurables. Un second repère apparaît sur le terrain, dans des zones rurales où des projets miniers de plus petite échelle sont mis en avant. Soutenus par l'État, ces exploitations n'ont pas vocation à rivaliser avec l'industrie lourde. Elles servent plutôt de relais locaux, associant extraction, emploi et recettes fiscales identifiables. Les autorités les présentent comme des vitrines d'un lien plus direct entre ressources et services publics. Les résultats restent modestes, mais ils offrent des signaux précoces: redistribution plus visible, attentes plus concrètes et comparaison immédiate entre promesses et quotidien.
Le so what devient alors simple. La crédibilité ne se juge pas sur un slogan, mais sur des traces observables. Avant le basculement, le fonctionnement du secteur semblait figé. L'or, par exemple, quittait le pays selon des contrats établis depuis des années. Les flux financiers étaient imprévisibles et les retombées publiques restaient peu lisibles. Dans ce cadre, la dépendance aux acteurs extérieurs structurait l'ensemble du dispositif. Toute remise en cause paraissait coûteuse et risquée, surtout dans un environnement déjà tendu. Le déclenchement intervient avec une décision politique assumée. Sous Ibrahim Traoré, l'État annonce une nationalisation partielle de certaines mines d'or. Le geste est présenté comme une rupture de méthode plutôt que comme une fermeture idéologique. Il ne s'agit pas d'exclure les partenaires étrangers, mais de reprendre une part du contrôle et de renégocier des termes jugés déséquilibrés. Le ton change. La question n'est plus seulement de produire, mais de compter, vérifier et arbitrer. L'accélération suit rapidement. Des audits nationaux des concessions minières sont lancés, ciblant volume déclaré, coûts d'exploitation et régimes fiscaux. Ces audits agissent comme un projecteur sur des pratiques longtemps décrites comme opaques. Des sous-déclarations sont mises en avant, des coûts excessifs sont contestés et des arriérés fiscaux sont identifiés. La dynamique devient financière autant qu'administrative puis politique. Elle alimente un récit de reprise en main tout en augmentant l'exposition aux critiques. Le point culminant arrive avec l'annonce d'un chiffre record, 18 milliards de dollars de recettes d'exportation issues de l'or sur une année. Le montant est utilisé comme preuve d'un basculement réussi. Il sert de message interne destiné à renforcer la légitimité de la réforme et de message externe adressé aux marchés et aux partenaires internationaux. Les réactions ne se font pas attendre. Certains évoquent un risque de désinvestissement et une montée de l'incertitude juridique. D'autres soulignent la portée symbolique d'un État capable d'imposer de nouvelles règles sans effondrement immédiat du secteur. Viennent alors les répliques. Face aux critiques, les autorités insistent sur un point clé. La production ne se serait pas effondrée. Elle est décrite comme stable d'abord, puis annoncée en hausse l'année suivante. Dans le même mouvement, le discours se déplace vers l'usage des recettes, infrastructures, santé, éducation. La séquence se présente ainsi: décisions politiques, mesures techniques, chiffres emblématiques, efforts de consolidation. Reste une dette de curiosité: ce tournant est-il durable ou seulement spectaculaire? La logique baseline delta se lit dans trois indicateurs mis en avant. Premier axe, les recettes. La base décrite est celle d'une captation longtemps limitée et peu lisible. Le delta affiché est l'annonce de 18 milliards de dollars de recettes d'exportation sur une année. Ce niveau est présenté comme inédit pour le pays et interprété comme une meilleure capture de valeur plus que comme un simple boom. Les autorités expliquent que le résultat ne viendrait pas uniquement d'une conjoncture favorable des cours mondiaux, mais d'une combinaison de révisions contractuelles, d'audits fiscaux et de traçabilité accrue. La thèse est méthodologique. Compter différemment révèle des écarts jusque-là invisibles et l'intégration d'arriérés fiscaux récupérés est présentée comme la correction d'années de sous-déclaration plutôt que comme une création ex nihilo. Deuxième axe, la production physique. La base redoutée par les marchés était un recul marqué après la nationalisation partielle. Le delta annoncé intervient l'année suivante avec 70 tonnes produites, soit puissance 120% par rapport à l'exercice précédent. L'interprétation avancée insiste sur la réduction des sous-déclarations davantage que sur une expansion soudaine des capacités. Ce point sert à répondre à la critique d'un effondrement opérationnel. La stabilité initiale est déjà présentée comme un succès compte tenu des incertitudes politiques et sécuritaires.
L'augmentation ultérieure est associée à un meilleur contrôle et à une supervision renforcée tout en reconnaissant que ces chiffres restent récents et demandent des consolidations. Enfin, un autre point à noter est l'allocation interne. La base correspondrait à une forte dépendance à l'aide extérieure pour financer les infrastructures. Le delta mis en avant est une augmentation de 15% des investissements locaux évoqués par la Banque centrale. L'objectif est de montrer que la réforme ne se limite pas à collecter, mais qu'elle modifie les circuits de dépenses. Santé, éducation et infrastructures sont cités comme secteurs bénéficiaires potentiels. Ici, la preuve demeure partielle. L'enjeu est d'établir un lien stable entre recettes minières et projets effectivement livrés. Pris ensemble, ces deltas dessinent une trajectoire cohérente: meilleure captation, production non pénalisée, redistribution amorcée. Sous Ibrahim Traoré, les chiffres deviennent des instruments politiques autant que des données économiques. Les critiques du modèle avancent deux objections principales. La première concerne l'investissement étranger. Selon eux, la nationalisation partielle et la réécriture des contrats introduisent une incertitude juridique durable. Or, le secteur minier exige des capitaux lourds et des horizons longs. La crainte est qu'une instabilité des règles suffise à détourner les multinationales. Une baisse initiale de certains flux d'investissement est évoquée comme signal d'alerte, suggérant que la confiance des marchés dépend d'abord de la stabilité du cadre existant. Dans cette lecture, la souveraineté affichée se paierait d'un coût économique élevé. La seconde objection porte sur les capacités internes de l'État. Les opposants estiment que la gestion d'un secteur complexe requiert des compétences techniques, financières et juridiques que l'administration burkinabé ne maîtriserait pas pleinement. Ils pointent le risque de mauvaise allocation des ressources, de politisation des décisions et de corruption accrue. Reprendre le contrôle sans disposer d'un appareil robuste pourrait fragiliser davantage un environnement déjà soumis à des tensions sécuritaires. Ces objections méritent d'être prises au sérieux. Elles décrivent des vulnérabilités plausibles et elles déplacent le débat de l'idéologie vers l'exécution. La réponse avancée par les autorités s'appuie sur des éléments issus de la réforme elle-même. Concernant l'investissement, elle souligne que la récupération d'arriérés fiscaux et l'amélioration de la captation ont permis de dégager des recettes records malgré l'attentisme de certains acteurs étrangers. L'argument est que la dépendance excessive au capital extérieur constituait déjà une fragilité structurelle. Sur les capacités, les audits sont présentés comme preuve d'une compétence en construction. Identifier des sous-déclarations et corriger des mécanismes opaques serait une forme d'apprentissage institutionnel. Le cœur du débat devient alors une comparaison des risques: transition contrôlée avec coût possible à court terme ou maintien d'un modèle jugé stable mais structurellement déséquilibré. Jusqu'ici, le débat portait sur des chiffres, des audits et des contrats. À ce stade, le centre de gravité se déplace. La réforme cesse d'être uniquement nationale pour devenir un signal observable au-delà des frontières. L'idée est simple: une souveraineté économique n'est crédible que si elle peut être regardée, évaluée et éventuellement reproduite. Sous Ibrahim Traoré, la nationalisation partielle, la récupération d'arriérés fiscaux et la stabilité de la production sont présentés comme les éléments d'une méthode cohérente. Pris séparément, ces éléments pourraient sembler conjoncturels. Ensemble, ils composent un message implicite adressé à la région. Ce déplacement modifie aussi les réactions extérieures. Les partenaires internationaux ne regardent plus seulement le Burkina Faso comme un cas isolé, mais comme un précédent potentiel. Dans le Sahel, où plusieurs pays partagent des structures économiques proches, l'expérience commence à être observée comme une option politique. Dès lors, la question n'est plus seulement qui capte la valeur, mais
Comment cette méthode redessine-t-elle les rapports de force régionaux? Pour l'État, la conséquence immédiate est budgétaire et symbolique. Les recettes annoncées culminant à 18 milliards de dollars sur une année sont présentées comme un tournant dans la capacité de financement public. Elles servent à réduire certaines tensions budgétaires et à renforcer l'autorité administrative. L'État se met en scène comme gestionnaire actif, capable de transformer une ressource naturelle en instrument de politique publique. Sous Ibrahim Traoré, cette posture renforce la légitimité interne, mais elle accroît aussi l'exposition à une attente, produire des résultats durables, pas seulement des annonces. Pour les entreprises, l'impact est contrasté. Les multinationales minières évoluent désormais dans un cadre plus contraignant, marqué par des audits systématiques et une renégociation des règles. Certaines y voient une source d'incertitude, d'autres y lisent une clarification tardive qui fixe enfin des exigences de transparence. En parallèle, des acteurs économiques locaux et régionaux gagnent en visibilité, présentés comme partenaires potentiels dans un modèle où la rentabilité s'accompagne d'exigences accrues de conformité. Le rééquilibrage ne signifie pas disparition du capital étranger, mais redéfinition progressive des rapports de force économique. Pour les citoyens, les conséquences sont moins immédiates, mais potentiellement plus sensibles à moyen terme. Les autorités relient explicitement la récupération d'arriérés fiscaux et l'augmentation des recettes minières au financement de services publics, santé, éducation, infrastructure. Dans certaines zones rurales, des projets miniers de plus petite échelle sont associés à la création d'emplois et à une dynamique locale accrue. Toutefois, ces bénéfices restent inégaux et dépendent de la capacité de l'État à transformer des flux financiers en amélioration visible du quotidien. L'écart entre promesses et perception devient une variable décisive. Enfin, l'effet dépasse le cadre national. Le Burkina Faso devient un point de référence dans un Sahel en quête de modèles alternatifs. Le Mali et le Niger observent attentivement l'expérience, y voyant la possibilité d'une reprise collective du contrôle des ressources. Cette émulation potentielle nourrit à la fois l'espoir d'un renforcement régional et la crainte de tensions accrues avec certains partenaires internationaux. Dans ce contexte, la Burkina Faso News ne se lit plus seulement en économie, mais en géopolitique. À l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires plausibles se dessinent. Elle ne cherche pas à prédire, mais à cadrer des choix et des risques en conditions observables plutôt qu'en certitude. Dans un scénario de base, la dynamique actuelle se stabilise. Les réformes se poursuivent sans accélération majeure ni recul visible. Les recettes issues de l'or demeurent élevées sans atteindre de nouveaux records, tandis que la production se maintient à un niveau proche de celui annoncé. Les audits deviennent routiniers, la renégociation des contrats s'institutionnalise et les relations avec les investisseurs étrangers restent prudentes, parfois tendues, mais fonctionnelles. Dans ce cadre, l'État consolide ses acquis sans transformer en profondeur la structure économique. La souveraineté s'installe comme un nouvel équilibre, ni triomphal ni déstabilisant. Un scénario plus optimiste suppose une extension maîtrisée de la réforme. Si la crédibilité des chiffres se renforce et si la production continue de progresser, les revenus miniers pourraient alimenter plus largement les investissements publics. Les infrastructures, notamment dans la santé et l'éducation, deviendraient des vitrines visibles de redistribution. Dans cette hypothèse, la souveraineté économique cesserait d'être perçue comme facteur de risque et deviendrait un argument d'attractivité avec une diversification des partenariats et un poids accru d'acteurs régionaux. Sous Ibrahim Traoré, la condition clé
resterait la conversion des recettes en résultats tangibles et mesurables. Le scénario pessimiste repose sur une montée des tensions, des pressions géopolitiques, des sanctions ou un durcissement des relations financières pourrait freiner les flux d'investissement et compliquer les opérations. Dans ce contexte, la production serait affectée, les recettes deviendraient de plus volatiles et la réforme serait accusée d'avoir accru la vulnérabilité économique. Si ces contraintes se prolongent, une tentation de réajustement rapide, voire de compromis défensif pourrait émerger. À ce stade, la réforme cesse d'être abstraite et touche des cercles sociaux précis, chacun avec des attentes distinctes et des marges de manœuvre inégales. Un premier groupe concerne les travailleurs des zones rurales liés à l'exploitation minière. L'enjeu principal est l'emploi et la stabilité des revenus. Les projets soutenus par l'État et la mise en avant d'exploitations de plus petite échelle sont présentés comme des opportunités nouvelles. S'ils se maintiennent, ils peuvent offrir des perspectives locales là où les grandes exploitations industrielles laissaient peu de retombées visibles. Mais ces effets restent fragiles, dépendant de la continuité des financements et de la sécurité sur le terrain. Un second groupe regroupe entrepreneurs, cadres et agents du secteur public. Pour eux, la réforme est d'abord une question de règles. La multiplication des audits et la clarification des cadres fiscaux modifient des habitudes anciennes. Certains y perçoivent une contrainte supplémentaire, d'autres une amélioration de la lisibilité. Dans cette optique, la crédibilité de l'État devient déterminante. Si les règles sont appliquées de manière cohérente, la prévisibilité peut progressivement remplacer la méfiance, condition utile aux décisions d'investissement à moyen terme. Un troisième groupe plus large concerne citoyens urbains et jeunesse. L'impact est largement symbolique. L'or devient marqueur de dignité nationale et d'attente de justice économique. Mais la dimension symbolique appelle des preuves concrètes. Sans amélioration perceptible des services publics, le récit perd sa force mobilisatrice. Pour dépasser le stade de l'impulsion initiale, une séquence opérationnelle claire est mise en avant, articulée autour de responsabilités identifiées et d'indicateurs mesurables. Première étape, consolider durablement le contrôle. Les audits miniers doivent devenir réguliers et prévisibles avec des équipes dédiées et des calendriers publics. L'objectif est d'éviter le retour des sous-déclarations et d'inscrire la transparence dans une routine administrative. Sous Ibrahim Traoré, cette phase est présentée comme la condition de base de toute crédibilité future. Deuxième étape, flécher l'allocation des revenus. Les recettes issues de l'or sont censées être orientées vers des postes précis, notamment santé, éducation et infrastructure. Cela suppose des mécanismes de suivi budgétaires clairs et accessibles. Le critère de réussite ne se limite pas au montant collecté, mais à la traçabilité entre recettes minières et projets effectivement financés. C'est sur ce lien que se joue la perception publique. Troisième étape, renforcer les capacités internes. La gestion d'un secteur minier complexe requiert des compétences techniques, juridiques et financières solides. La feuille de route prévoit formation continue et stabilisation des équipes administratives avec une montée progressive en expertise locale. Quatrième étape, élargir les partenariats de façon encadrée. Sans renoncer au contrôle, l'État cherche à diversifier ses alliances en donnant plus de place aux acteurs locaux et régionaux, tout en maintenant des exigences élevées de transparence. La boucle se referme sur les mêmes lieux: concessions auditées, chiffres recomptés, zones rurales où la promesse se mesure à hauteur d'homme. Ces sites miniers, autrefois abstraits, deviennent des repères concrets d'un changement de posture. Ils incarnent l'idée directrice: transformer une ressource invisible en fondation politique tangible.
Sous Ibrahim Traoré, cette transformation n'est pas racontée comme une victoire définitive, mais comme une pratique répétée, exposée au temps et aux pressions. Les chiffres impressionnent, mais ils ne suffisent pas. Ils doivent s'ancrer dans des routines compréhensibles, observables et reproductibles. Audits réguliers, règles appliquées, usage traçable des recettes, projets livrés. L'émotion naît précisément de cette tension. D'un côté, l'espoir d'un État qui reprend la main. De l'autre, la conscience que cette reprise reste fragile, limitée par les capacités internes et l'environnement régional. La phrase clou s'impose sans emphase, la souveraineté se construit, elle ne se proclame pas. Cette trajectoire n'appelle pas une adhésion immédiate, mais une attention soutenue. Elle invite à observer comment une ressource stratégique est redéfinie, comment des règles sont appliquées et à quelles conditions elles produisent des effets durables. Le cas burkinabé dépasse le secteur minier. Il interroge la manière dont une société juge la légitimité de ses choix économiques et la patience qu'elle accorde aux transformations structurelles. Suivre cette expérience, c'est accepter une part d'incertitude. Les chiffres peuvent convaincre un temps, les récits peuvent mobiliser, mais seuls des résultats répétés et visibles ancrent la confiance. Pour rester dans un dialogue civil, la meilleure boussole est une question simple, posée sans procès d'intention. Selon vous, ce type de modèle peut-il s'inscrire dans la durée sans perdre sa cohérence face aux pressions économiques et géopolitiques? Et que faudrait-il observer en premier pour trancher?